partenaire de Stéphane Le Diraison et de son projet Time for Oceans. Je veux nommer Bouygues Construction, Suez, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Boulogne-Billancourt, bien sûr. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette troisième visio en direct avec notre skipper. Avant de passer la parole à Denis Auro, qui va contacter Stéphane, qui nous expliquera un petit peu la situation de sa course en ce moment, je tiens juste à rappeler que nous avons le plaisir d'avoir à peu près une trentaine d'établissements de la ville de Boulogne qui suivent quotidiennement Stéphane. Je ne peux qu'encourager les scolaires, mais aussi les adultes, à poster un certain nombre de questions et nous serons ravis, et plutôt Stéphane sera ravi de pouvoir y répondre lors de nos prochaines visios. Voilà, je passe tout de suite la parole à Denis Auro. Nous avons une liaison qui a l'air stable avec Stéphane et je passe la parole à Denis, à toi. Stéphane, bonjour. Alors, dis-moi, on te voit très bien sur cette carte. Tu es déjà au niveau du cap de Bonne-Espérance. On voit sur la carte que tu es encore un petit peu dans des vents faibles de l'anticyclone et tu vas bientôt pouvoir attaquer les 40e rugissants que l'on voit ici. Dans quel état est ton bateau? Est-ce que ton bateau est en bon état? Est-ce que tu as pu faire les réparations que tu souhaitais faire avant cette entrée dans les 40e? Alors oui, en fait, ce vent très mou que je ne pouvais pas éviter d'ailleurs parce que la zone était beaucoup trop étendue, ça a été une super opportunité pour réparer tous les petits bobos du bateau. Et notamment ce que j'ai fait hier qui était un véritable souci, c'est que j'avais arraché dans la baume le système qui permettait de diminuer la grand voile. Donc il fallait absolument rentrer dans le Grand Sud avec un système réparé. Et j'y ai passé 12 heures hier grâce, si j'ose dire, à ce temps. Et maintenant, c'est sous contrôle. Et j'ai encore beaucoup travaillé sur le bateau ce matin. J'ai par exemple recollé un hublot, j'ai étanché les boulons de quille, etc., etc. Mais le bateau arrive au top dans le Grand Sud, et moi aussi. Super, alors ça veut dire que maintenant tu vas pouvoir facilement diminuer la taille de ta grand voile, ce qu'on appelle prendre les ris, parce que dans le sud, dès que tu vas attaquer les 40e que l'on voit là sur la carte, ben, tu vas en avoir besoin quasiment au quotidien de ces ris. Oui, globalement dans le Grand Sud, c'est rare d'avoir la grand voile haute. On est tout le temps avec des ris, donc quand le système de prise de riz s'est arraché, c'était pas du tout une bonne nouvelle. Mais maintenant, effectivement, ça me permet de reprendre ces fameux riz et de pouvoir attaquer le vent fort sereinement. Et toi, est-ce que tu as pu te reposer? Parce qu'on a vu que tu as beaucoup travaillé, mais est-ce que tu as pu te reposer avant l'entrée dans la partie difficile, entre guillemets, qui est le sud? Est-ce que tu as pu te reposer? Alors globalement, depuis le début de la course, j'ai réussi à maintenir un bon équilibre à bord, niveau sommeil, niveau nutrition. Là, forcément, avec les réparations, j'ai un petit peu, comment dirais-je, consommé dans mon capital. Et puis là, dans les 24 prochaines heures, le centre anticyclonique va carrément me passer dessus. Donc ça veut dire que le vent va être très faible, le vent va être extrêmement évolutif. Donc ça va pas être le moment de dormir. J'aurai 24 heures avant que le vent devienne fort et j'en profiterai pour bien récupérer avant d'attaquer les festivités en 2 jours. Oui, parce que ce que tu nous dis, c'est que quand le vent est faible, en fait, il faut travailler plus. C'est presque ça, ce que tu nous dis. Quand le vent est faible, effectivement, il y a beaucoup de travail sur le pont, si on a envie d'avancer en tout cas. Et dans un anticyclone comme dans lequel je suis bloqué, là, le vent il tourne beaucoup. En intensité, il varie de 100%. Donc ça peut passer de 5 nœuds à 10 nœuds, 15 nœuds. Donc il y a beaucoup de manœuvres
beaucoup de réglages. Et en fait, c'est très simple. Si je ne le faisais pas, je doublerais le temps immobilisé dans cet anticyclone. Donc c'est motivant pour le faire. Formidable. Alors Stéphane, on connaît ton engagement pour l'environnement, pour la planète. Et on a vu que tu nous as envoyé une petite vidéo dans laquelle tu nous montres que tu as largué une bouée par-dessus bord. C'est quoi exactement ce largage de bouée? D'ailleurs, tu embrasses la bouée. Cette bouée, en fait, c'est un programme qui a été signé entre des skippers de l'IMOCA dont je fais partie, l'UNESCO, et un programme scientifique qui s'appelle Ocean Ops, qui est en fait financé par l'UNESCO. Et ce programme, en fait, c'est très simple, c'est de profiter de l'opportunité d'être dans ces mers très très peu fréquentées pour larguer du matériel de mesure qui va servir, qui sert déjà, puisque dès que c'est largué, c'est utilisé, pour l'acquisition de données météorologiques, climatologiques et pour la pollution des océans. Donc ça permet tout ça de contribuer activement aux travaux de la communauté scientifique, parce que aussi étonnant que cela puisse paraître, au XXIe siècle, on est loin d'avoir encore des données fiables sur toutes les mers australes. Ok, merci beaucoup Stéphane. On te souhaite vraiment de pouvoir entrer dans les 40e avec aisance et on te souhaite une très très bonne route. À très bientôt. Merci Stéphane. Maintenant, pour vous qui nous regardez et pour Stéphane également, une petite surprise. Nous avons le plaisir d'inviter aujourd'hui Muriel Papin. Muriel Papin est la fondatrice de l'association No Plastic in My Sea, qui correspond idéalement au sujet et au thème qui est cher à Stéphane. J'en profite également pour signaler, comme vous le savez sans doute, que nous sommes en plein dans la semaine du retraitement des déchets, semaine européenne de traitement et de réduction des déchets. Voilà, avant de passer la parole à Muriel, je voulais juste signaler deux petites questions des geôliers de Boulogne. Une question d'une classe de CE1 du Collège du Panloup qui demande à Stéphane si, par rapport à la situation il y a 4 ans, il trouve déjà des changements notables, malheureusement, dans la mer qu'il rencontre et l'état de la mer qu'il voit. Et une autre question d'une classe de CE1 de l'école Robert Doisneau qui demande « Comment fais-tu, Stéphane, pour te laver ?» C'est un sujet qui, pour nous, est simple, mais qui, pour toi, est peut-être plus compliqué. Voilà, je passe la parole à Muriel qui va pouvoir échanger avec Stéphane et Stéphane aura le plaisir de répondre aux différentes questions. Mais en introduction, Muriel, peut-être nous expliquer un petit peu pourquoi No Plastic in My Sea et à quelle échelle aujourd'hui se situe-t-on en matière de pollution maritime, malheureusement, par simplement ce facteur plastique. Alors oui, bonjour à tous et bonjour Stéphane, je suis ravie d'être avec toi à distance et encore merci de nous embarquer dans l'aventure. No Plastic in My Sea, pour répondre à votre question, c'est une association qui s'est créée pour lutter contre la pollution plastique, qui est vraiment un problème environnemental majeur, on le sait tous aujourd'hui. Mais la particularité, c'est qu'on souhaite adresser ce sujet en interrogeant nos pratiques de consommateurs et les pratiques aussi des producteurs, des metteurs sur le marché, par rapport à un usage du plastique qui n'est plus raisonnable aujourd'hui. On surproduit et on surconsomme le plastique. Voilà, donc le recycler, c'est absolument indispensable. Bien trier nos déchets, c'est absolument indispensable. Mais il faut aussi réduire une production qui augmente de 4% par an et qui n'est plus soutenable pour la planète et pour les océans. Voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a convaincu assez facilement Stéphane et qu'il porte avec nous en réduisant aussi son usage de plastique à terre, avec son équipe, à la maison, mais aussi sur le bateau, et ça, c'est super. Voilà, donc il y a peut-être un certain nombre de questions déjà qui ont été posées, que j'ai évoquées à l'instant, auxquelles vous pouvez répondre peut-être en échange avec Stéphane sur peut-être la question de production d'eau déjà, oui. Et puis après aborder la question de cette réduction des déchets, parce qu'automatiquement, ils consomment et il doit bien y avoir à un moment donné la problématique de traitement de ces fameux déchets.
Oui, alors Stéphane, moi ce que je voulais déjà savoir, c'est au niveau de l'avitaillement. Je crois que tu as mis en place des choses pour réduire au maximum le plastique. Donc est-ce que tu peux nous raconter pour ton alimentation, pour t'hydrater, comment tu fais pour réduire à bord le plastique? Parce que si tu arrives à bord, on doit bien y arriver sur Terre aussi. Je peux vous montrer d'ailleurs tout à l'heure, mais moi j'utilise uniquement un désalinisateur pour l'hydratation. Donc je bois de l'eau de mer dessalée, ce qui fait que j'ai 2 gourdes à bord du bateau, j'ai 0 bouteille plastique. Et enfin, si les gourdes sont en plastique, mais le plastique qui est réutilisable n'est pas trop un problème. Et j'ai aussi un jerrycan de 10 litres qui fait tampon, donc ça veut dire que j'ai vraiment aucun déchet pour tout ce qui concerne l'eau à bord. C'est évidemment possible de faire pareil chez soi avec l'eau du robinet, c'est encore plus facile bien sûr. Et puis alors pour l'alimentation, c'est un sujet un peu plus subtil parce que sur mon bateau, je n'ai pas de système de réfrigération. Donc je ne peux pas amener de nourriture fraîche, donc il faut qu'elle soit conditionnée. On a mené tout un projet cet hiver l'hiver dernier avec l'Université de Bretagne Sud pour voir si on pouvait trouver des alternatives aux matières plastiques pour les emballages qui sont utilisés pour ce que j'amène à bord. Alors c'était prématuré pour embarquer tout ça, mais c'est une perspective assez récente dans le futur. Alors au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai, c'est que j'ai pris 50% de nourriture en vrac, des pâtes, des céréales, qui sont conditionnées dans des boîtes étanches. Et pour les 50 autres pourcents, c'est du produit sous vide, donc encore dans de l'emballage malheureusement plastique, parce qu'on n'a pas encore les solutions techniques pour ce type de navigation, mais par rapport à 2016, j'ai fait 50% du chemin, qui est déjà une belle évolution, et on a des solutions qui se dessinent pour l'avenir, et je pense qu'en 2024, d'ici 2024, il y aura sans doute des solutions qui fonctionneront. Là, c'est vraiment super, Stéphane. C'est très impressionnant parce que si on arrivait tous ici sur Terre à consommer 50% de nos produits courants en vrac, on serait très très élevé dans la réduction du plastique. Donc bravo de nous inspirer et d'avoir mis ça en place. C'est vraiment super. Ce que je voudrais juste partager aussi avec tout le monde, c'est le fait que si on fait rien, il y aura plus de plastique. Super. Si on fait rien, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050. Donc ça, c'est important parce que pour les générations futures et tous les jeunes qui te suivent, ce que tu fais, ce qu'on fait ensemble, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas et qu'on ait toujours plus de poissons que de plastique dans les océans et qu'un jour, il n'y ait plus de plastique dans les océans. Ce que je voudrais quand même voir aussi avec toi, c'est que certes, on peut réduire les déchets, mais il y en a toujours qui restent, on le sait. Alors, qu'est-ce que tu fais aussi pour gérer les déchets qui restent le mieux possible ? Alors les déchets que je ne peux pas retraiter, c'est simple, je les lave pour qu'ils puissent être recyclés ensuite et je les stocke en les compressant. Donc si je peux vous montrer, hop, ça là c'est ma poubelle depuis 3 semaines. Voilà. Donc c'est pas la folie non plus par rapport à ce qu'on voit ce qui est jeté à terre en moyenne par les Français, c'est de la rigolade à ce que j'ai stocké à côté là. Écoute, je crois que tu es vraiment en haut du podium sur la réduction des déchets, Stéphane. Bravo, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu voulais ajouter d'autres choses sur ton engagement sur la réduction du plastique. Oui, par rapport à une question que j'entendais tout à l'heure, qu'en 4 ans, heureusement, il y a une évolution sur l'évolution, mais que en 4 ans, je mentirais si je disais que j'ai vu une vraie évolution. Pas au niveau du plastique, mais au niveau des sargasses, oui, ces algues qui prolifèrent avec tous les engrais et pesticides qui sont rejetés. Là, j'en ai vu dans l'ouest de l'Afrique, ça c'est nouveau, ça c'est pas une bonne nouvelle.
Et puis sinon, ce que je voulais rajouter sur le plastique, c'est que pas plus tard ce matin, j'avais et c'est pas une blague, hein, vous avez vu où je suis au milieu de l'Atlantique Sud, j'avais un morceau de plastique coincé dans le safran. Et avant-hier, c'était un morceau de cordage et de filet dans un hydrogénérateur. Donc même au milieu de l'Atlantique, il y a du plastique qui traîne partout. Parfait, merci Stéphane, merci Muriel Merci. pour cet éclairage très impressionnant. Et je dois dire que l'image que je retiens de cette interview, c'est ton sac poubelle. Je dois dire qu'effectivement, en 3 semaines et en arriver à cela, chapeau bas. Voilà, avant de terminer cette visio en direct, je vous donne à tous rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. La semaine prochaine, Stéphane sera probablement au milieu des 40e rugissants dans des conditions beaucoup plus musclées qu'aujourd'hui. Je vais simplement lui demander, avant que nous rendions l'antenne, s'il a la possibilité de faire un petit 360 degrés sur le pont pour nous montrer un peu l'environnement direct. Alors on verra peut-être pas énormément de choses en dehors de la mer, bien sûr, mais qu'on ait un petit peu la vision de ton bateau en situation de navigation. Par ailleurs, la semaine prochaine, nous essaierons effectivement... Tout à l'heure, ça n'avait pas fonctionné alors. Ah, vas-y, vas-y. Alors c'est reparti, je vous amène. Donc là, nous voilà sous le vent, et là, c'est pire que tout la pétole. Et là, Kata... Donc le cockpit avec un peu de linge à sécher. Donc vous voyez que c'est bien protégé désormais. Donc tant qu'on est là, je les amène un petit peu à l'intérieur. Ah. Bon, ma deuxième caméra s'est déconnectée, c'est pas grave. Alors, merci faire Stéphane. Avec la première. Voilà. Alors je change. Vous voyez, c'est pas la folie le vent. Hein. Voilà ce que c'est un anticyclone au large. Mais si je peux me permettre, je pense que la semaine prochaine, si nous arrivons à avoir une liaison, comme ça, une liaison la semaine prochaine aussi stable qu'aujourd'hui, ce que je souhaite, tu oui, seras dans des conditions beaucoup plus musclées. Ce ne sera pas la même ambiance. Exactement. Bien, merci Stéphane. On te Merci souhaite Stéphane. bon vent Certain. et à la semaine prochaine. Quant à nous, nous serons ravis de vous revoir samedi prochain. Nous espérons d'ici là, nous aurons à nouveau pas mal de questions de la part des scolaires et aussi des adultes de Boulogne. Je tiens aussi à signaler que nous alternerons des interventions d'invités lors de nos prochaines sessions. Nous espérons avoir la présence de Yann Arthus Bertrand, courant décembre, qui est le parrain du bateau de Stéphane, et également probablement Philippe Guimet, qui est le fondateur de Virtual Regatta, qui pourra vous donner quelques astuces pour tous les Boulonnais qui actuellement essayent de courir après le score et les concurrents. Voilà, merci encore à tous pour cette visio. Et nous allons terminer, si j'ai bien compris, en musique. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.